littérature, de la philosophie, quelqu'un qui a vraiment influencé toute l'histoire sociale, pensée de l'Ouest, de l'Occident. Complètement, complètement. Machiavel, Machiavel, bien sûr. bien sûr. Écoute, Machiavel a été, pour la plupart des politiciens, et l'est toujours, le livre de chevet. Nous parlons bien évidemment du Prince. Le Prince, cette œuvre littéraire, politique, qui a fondé l'institutionnalité de la gouvernance européenne et même occidentale, et pour même dire du monde. Surtout, il est bien connu que la thèse de Emmanuel Macron, c'est à propos de Machiavel et de Hegel. Tout à fait, sa thèse de doctorat, je présume, ou de master, j'ai oublié, je ne vais pas te mentir. Et il a fait sa thèse sur Hegel, le philosophe allemand qui parlait de l'historicité. Exactement. La phénoménologie. Tout à fait, et sur Machiavel. Alors c'est très intéressant parce que Emmanuel Macron est connu pour être un homme de finance, un homme d'économie. Alors quel est son intérêt pour Machiavel? Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy a Machiavel, le Prince, en tant que livre de chevet? Alors je pense que c'est un auteur qui est très à jour, même aujourd'hui surtout. Bon. Il écrit dans l'année 1512, Ouais. mais jusqu'à cette année 2024, il est encore relevant. Je crois que c'est, même dans cette époque où on habite dans un monde où il y a beaucoup des appels émotionnels, idéologiques, Oui. idéalistiques, Machiavel est encore relevant car ils nous font souvenir qu'il faut être toujours pratique en fin de compte. C'est un réaliste. Et un réaliste, probablement la fondateur de l'école réaliste. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est quelqu'un qui n'est pas idéologique, ça n'est pas un idéologue, c'est quelqu'un qui regarde les faits, qui regarde l'intérêt. Charles de Gaulle parlait souvent de l'intérêt supérieur de la patrie. Charles de Gaulle se considérait comme étant ni de droite ni de gauche. C'était quelqu'un qui regardait l'intérêt. Les Français de gauche et de droite sont des Français. En fin de compte. En fin de compte. Ouais. Et ils partagent un intérêt commun. Et aujourd'hui, nous allons étudier au-delà de l'idéologie, au-delà du clivage gauche-droite, l'intérêt, le réalisme, bien sûr, c'est le Prince. Eh bien déjà, qui était Machiavel? C'est un diplomate italien en l'époque de Renaissance. A civil servant. Oui, Un grand patriote. Patriote, on peut dire cela en français? oui, bien sûr. Probablement le plus grand patriote de République de Florence. Bien sûr, c'était une cité-État sur le modèle grec. Tout à fait. Comme on dit en anglais, polis. La police, Ouais, le police. Exactement, une communauté vraiment face à face, ouais, où les relations personnelles ont dicté tout. La plupart des politiciens, probablement en époque moderne, des terroristes et des scientifiques politiques, ils se conservent vraiment à propos des institutions, à la siège de puissance. Machiavel, il se concerne avec la personnalité, la figure en Tout à fait. charge, la tête de l'État. Ce que tu veux dire, c'est que, comme la plupart des grands hommes de l'histoire l'ont montré, et l'ont souvent dit même, les hommes suivent un homme plutôt qu'une idée. Ah. Donc Machiavel se concentre vraiment sur l'individualité de ce chef d'État qui incarne le gouvernement, qui est lui-même le prince. On peut dire que le prince n'est pas nécessairement un prince. Non. Ça peut être un président dans une république, ça peut pourrait être un exécutif, un exécutif, premier ministre. ou plutôt ça peut être n'importe qui. Ça pourrait être nous. Nous sommes tous les rois de notre jeu d'échecs. Charles de Gaulle disait quand Roosevelt avait dit que Charles de Gaulle était un pion sur pion son jeu d'échecs. Et Charles de Gaulle a dit, pour Monsieur Roosevelt, je suis certes un pion sur son jeu d'échecs, mais il est aussi sur le mien. So, on pourrait dire que nous sommes chacun et chacune d'entre nous le roi ou la reine de notre jeu d'échecs. Donc, que l'on soit dans les affaires, que l'on soit dans la philosophie, que l'on soit dans la politique, le prince est aujourd'hui plus que jamais relevant. Vu que nous sommes vraiment dans l'idéologie, dans le monde des réseaux sociaux, ça divise encore plus la société, tout le monde est dans l'idéologie et pas dans l'intérêt. Alors, et l'intérêt, comment est-ce qu'on calcule l'intérêt d'une nation? Ça devrait être la conséquence. On doit chercher pas totalement la bonne publique, public good, mais l'impératif national. Oui. Je déteste ce mot public good, Yes. car honnêtement,
Parfois, il nous demande de faire des choses vraiment malades au nom de l'impératif national. Ouais. Completely. Et c'est en ce sens, c'est cela le sens du mot vertu, non? Oui. Donc, en fait, l'intérêt supérieur d'une nation se mesure par sa géographie, tout d'abord. En fin de compte. Eh bien, l'intérêt d'un pays qui a une géographie bien déterminée est différent de l'intérêt d'un autre pays à une autre. Par exemple, prenons l'exemple de l'Union soviétique. Grand pays, vaste. L'Union soviétique, Vaste. la Russie de nos jours et la Russie impériale. Eh bien, peu importe l'idéologie, nous sommes d'accord qu'ils ont des idéologies complètement différentes. N'est-ce pas? Des régimes complètement différents. Mais leurs Intérêt. intérêts restent C'est le le même. même. Pendant les siècles, pendant les milléniums, Vous voyez? l'intérêt reste le même. L'idéologie change parfois, mais l'idéologie, c'est tout simplement la moyenne à l'intérêt, la moyenne à la conséquence. Comment employer l'idéologie pour poursuivre l'intérêt du peuple russe, Russe, yes. du peuple russe. Ok. Ouais. Complètement. Et donc, on disait que Machiavel était un fonctionnaire d'État. Eh bien, On peut c'était fonctionnaire être un peu dérogatif selon moi. Ouais, Un diplomate. un haut fonctionnaire. Ouais. Un haut fonctionnaire, un Un diplomate ambassadeur, distingué. un ambassadeur omnipotent et plénipotentiaire. Un savoir, une sagesse. C'était quelqu'un qui Un avait savant. un savant. Savant politique. C'était quelqu'un qui avait accumulé un grand savoir qui Par était l'expérience. par l'expérience Ah. des anciens, des classiques. C'était quelqu'un qui était vraiment un érudit dans les classiques. Quand on parle de classiques, on parle de quoi exactement? Des classiques, ça veut dire qu'ils sont vraiment universels et ils endurent jusqu'à ce jour. Mais on parle bien évidemment des textes romains et grecs, Ah. de la Grèce antique. Car on pourrait dire même que ce sont des fondations de la pensée occidentale. Oui. Et pas tout simplement la fondation, mais on peut même dire l'encyclopédie de la culture de l'Occident. La base. La zeitgeist, l'esprit, le moyen de vivre, modus operandi. Oui, C'est le mode l'encyclopédie. opératoire. Ouais, Oui, c'est complètement. l'encyclopédie. La sagesse universelle qui pourrait être appliquée en chaque époque. Peu importe l'époque, n'est-ce pas? Il y a certains livres comme l'Iliade, bien sûr, nous reviendrons peut-être même avec plusieurs vidéos sur l'Iliade et l'Odyssée. C'est un devoir. Ah, bien sûr. Et on peut voir que ces livres comme la Bible, l'Iliade, l'Odyssée sont vraiment des textes dont les lois sont interchangeables au cours du temps. C'est-à-dire, un homme tout homme est confronté dans sa vie à ces belles sirènes de part et d'autre qui viennent et le convainquent d'arrêter de continuer vers son chemin proféré. De collisionner le chemin de l'État à la grève. Chaque homme veut rejoindre Ithaque, retrouver Pénélope et Télémaque et avoir cette stabilité, ce confort. Et C'est l'histoire de chaque homme, je crois. Bien Il sûr. y a un peu de l'Odyssée dans chaque homme. Même de l'Achille. Achille, Achille. il y a un peu de l'Iliade et de l'Odyssée en chacun de nous. Vraiment, vraiment. Bien sûr. Car c'est un classique. Bien sûr, donc nous revenons aux sirènes. Je te disais que chaque homme est confronté dans sa vie à ces sirènes. Et les sirènes ne sont pas vraiment des sirènes, des vieux sirènes. Les sirènes sont des distractions. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est-à-dire que toutes ces idées de l'Iliade et de l'Odyssée peuvent s'appliquer de nos jours, mais ce sont des métaphores, bien sûr. Eh bien, on ne va jamais rencontrer des sirènes, bien sûr. Ou des cyclopes. Ou des cyclopes, bien sûr. Mais, donc, voilà l'importance Des classiques. des classiques, right? Et voilà le pourquoi donc Machiavel nous instruit de suivre ces grands textes, ces grands classiques. Voilà pourquoi il était relevant. Voilà pourquoi il était Allez-y. écouté et financé par les Médicis. Un grand famille bancaire. Une grande famille bancaire qui a fait sa fortune en devenant les banquiers du pape de l'époque. Ils ont même financé. C'est grâce à eux que le pape est devenu pape par l'argent et, on va dire les choses comme elles sont, de la corruption. Il y avait une grande corruption à cette époque-là. C'était l'époque des diligences. C'était quand on vendait son salut, mais bon. Mais c'est le mot corruption. On ne peut pas vraiment dire que c'est comme la corruption moderne. Corruption, on pourrait dire que c'est justifié quand il est en service des buts, des objectifs. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Dans cette pensée machiavélique.
C'est-à-dire que quand on parle de la corruption de l'Église catholique, entre guillemets, corruption entre guillemets, eh bien, on oublie de préciser que la vente des diligences, n'est-ce pas? The indulgences. De indulgences, Ah, des indulgences, pardon, Ouais, ouais, ouais. des indulgences, eh bien, ont contribué à l'édification de la cathédrale, de Saint-Pierre. cette corruption a contribué à la Eh bien, édification. entre guillemets, encore une fois, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'était vraiment une corruption quand on a l'édification de ces œuvres de Michel-Ange? Eh bien, on a créé de la beauté de par cela, n'est-ce pas? Et ensuite, Machiavel a été financé par cette famille de riches, notables. Ils étaient leurs précepteurs. C'était leur mécène. Ah, Donc, ils ont financé Machiavel, et Machiavel n'a pas beaucoup d'expérience, what we could call street smart. He's more... je dirais autrement. Je dirais en outre qu'il avait beaucoup de street smart. Vraiment? Voilà, car il a eu une grande carrière politique. Il a voyagé partout dans l'Europe. Il a assisté les grands cours de la France, de la Grande-Bretagne, je ne sais pas, la Bretagne, mais il a tout parcouru. Il a tout parcouru l'Europe. Et il nous donne, selon Machiavel, l'ordre. On ne peut pas construire l'ordre dans l'abstraction philosophique. Oui, L'ordre, dans la pratique. l'ordre est toujours construit aux pratiques. Et on apprend cette aptitude pratique par les expériences qu'on vit. Ouais. Tout à fait. Et alors, Machiavel, c'était pas tout simplement un diplomate ou un philosophe. C'était quelqu'un avec des expériences qu'il a vécues pendant sa vie. Il n'était pas tout simplement un diplomate, mais aussi un messenger. Un messager. Messager. Il était un général. Il a organisé les défenses des villes. Oui. Il était aussi un playwright. Écrivain des C'était comme Molière, comme comme Molière, comme Shakespeare. Jean-Baptiste Poquelin. C'était un écrivain des grandes œuvres. de pièces de théâtre. Des pièces de théâtre, ouais. Oui. C'était un homme de Renaissance. Bien sûr. Comme Leonardo da Vinci, comme Michelangelo. Et parlons de cette période de Renaissance, cette explosion. Nietzsche disait que c'était une explosion de sens. Car, tu vois, Nietzsche encore est toujours relevant. Surtout. Eh bien, Nietzsche parle souvent de cette période de la Renaissance comme étant le réveil européen. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le réveil européen? C'est-à-dire que le Moyen-Âge avait contenu les passions. Ça veut dire que pendant le Moyen-Âge, Oui. si la Renaissance est la réveil, ça veut dire que le Moyen-Âge, c'est l'endormissant. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. On peut dire. On appelait ça les The Dark Ages. Ouais. The Dark Ages, right? And qu'est-ce qui se passe in the dark, dans l'ombre? On dort. On dort, Ouais. n'est-ce pas? Et la Renaissance, c'est le réveil. C'est le réveil des Européens, c'est le réveil de l'art, des classiques. Les plus grandes œuvres, les plus grandes pièces littéraires ont été composées pendant cette époque-là. Les plus grandes statues, surtout en Italie. Maintenant, pourquoi en Italie spécifiquement? C'est très intéressant. Parce que si on compare les systèmes politiques italiens de la péninsule italienne à la Grèce antique, c'est les mêmes. N'est-ce pas? On a des cités-États qui sont concurrentes les unes face aux autres. Et donc, il y a plus de motivation et de l'impetus pour le progrès, pour l'innovation. Ouais. Il y a plus de sensibilité à la beauté, car d'où vient la beauté? De la Grèce, de la concurrence. Compétition. Donc, de la compétition. Donc, on a des cités-États qui se font concurrence les unes contre les autres. Donc, la concurrence se fait en deux étapes, par la guerre et par la propagande. Or, comment est-ce qu'on fait la guerre de la propagande? Par la beauté. Avec les arts, avec la culture. Par exemple. Ce qui rend un temps admirable. Quand la famille des Pazzi, une autre grande famille de Florence, faisait la guerre aux autres cités-États, les Médicis, à Florence, faisaient une autre guerre, qui était la guerre de la propagande. Vraiment. En construisant le dôme de Florence, par exemple. Une pièce d'architecture de dingue. Absolument extrême. Il est si extrême, la dôme de Florence n'est pas même symétrique. C'est abstrait. C'est un miracle de l'architecture et de mathématiques. Un vrai témoignage de l'esprit de l'innovation. Complètement. Un travail de dingue. Donc voilà, donc ces cités-États se faisaient constamment concurrence. L'un contre l'autre. Et la concurrence apporte l'innovation. Toujours. Et l'innovation apporte le progrès.
Donc, qui dit concurrence, dit innovation, dit progrès. Progrès. Donc, pour avoir du progrès, qu'est-ce qu'il faut tout d'abord? Compétition. De la concurrence, de la compétition, des rivalités. Mhm. Et donc, ce système de cité-État a redonné lui-même la renaissance des classiques. Donc, voilà, pour apporter un peu de contexte de Machiavel et de son époque, eh bien, voilà le contexte un peu géopolitique. Vas-y. Voilà. Donc, Machiavel a évolué dans cet environnement-là auprès des grands artistes qui étaient eux-mêmes sujets au mécénat des Médicis. Michel-Ange, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphaël, voilà. Ouais. Donc, il a grandi et il a évolué aux côtés de ces grands hommes. On pourrait dire qu'il est, même comme Leonardo da Vinci par exemple, est l'homme de Renaissance associé avec les arts, avec l'innovation, les sciences. On pourrait dire que Machiavel, c'est l'homme de Renaissance de la politique, de la pensée sociale. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, complètement. Et on peut dire que chacun, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Donatello, Raphaël. bien sûr, chacun faisait de la politique. Parce que quand on fait une belle statue, On exprime quelque chose. on exprime quelque chose, mais c'est un travail de propagande. C'est un travail de propagande au service des Médicis. Si pas un travail de propagande politique, au moins un travail de propagande personnelle. Oui, oui, tout à fait. Mais encore une fois, Machiavel nous parle du prince comme étant quelqu'un qui poursuit son intérêt personnel. Ah, Car l'intérêt personnel du prince est aligné, uni. avec l'intérêt de la cité. C'est indistinguable. Ils sont plus ou moins la même chose. Tout à Mais fait. Ils sont totalement la même chose. Car le prince, il sait que en suivant mon propre intérêt, ou, excusez-moi, mais en suivant l'intérêt de mon ville, de mon cité-État, Oui, je peux me glorifier. En poursuivant la gloire de mon État, je peux même me rendre Tout à fait. glorieux. par exemple, les Britanniques disaient que la compagnie précède le drapeau. Ouais. Right? The company comes before the flag. Exactly, n'est-ce pas? Ouais. Donc, British East India Company. exactly. Francis Drake. Exactly. Voilà. And on pourrait dire que les entreprises personnelles Ah, précèdent, parce que le dôme de Florence, c'était une entreprise personnelle de la famille des Médicis. C'est eux, de leur propre argent, en temps de guerre et en temps de crise. Car, nous le rappelons, la cité de Venise était en guerre avec les cités aux alentours. Et même avec la papauté à un certain moment. Donc, et même avec les Ottomans. avec les Ottomans, bien Ouais. sûr. Donc, à une certaine époque, pendant la guerre, eh bien, les gens disaient que les Médicis étaient complètement fous de vouloir entreprendre tous ces travaux de rénovation. Mais les Médicis regardaient cela d'un autre œil. Ils se disaient que nous sommes en temps de guerre, nous sommes en temps de perdition économique, et nous avons besoin de créer du travail. Ah, Voilà. wow. Donc, on crée du travail au service de la cité par la construction de ce grand dôme qui n'avait à l'époque pas été complètement terminé. Il restait... En fait, l'église a été terminée, mais il restait le dôme. Et personne n'avait su comment construire un dôme qui allait tenir. Donc, ils ont fait 2 couches. Ils ont construit 2 couches. De nivelles, ouais. Un dôme qui supporte le grand dôme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous pouvons voir maintenant le service que l'argent apporte à la guerre. L'argent finance l'intérieur de l'État et la guerre protège L'extérieur. l'extérieur de l'État. C'est-à-dire que, eh bien, les guerres, au cours de l'histoire, nous l'avons vu, sont un facteur d'expansion économique, Exactement. même à l'intérieur. Le mercantilisme, par exemple. Exactement. Par exemple, le plan Marshall après les 2 guerres mondiales, le baby-boom. Le baby-boom, tout ça, c'est après la guerre. Et c'est même pendant la guerre. Alors, on vient d'avoir parlé de comment la géographie de la péninsule italienne a contribué à cette concurrence entre des cités-États, ce qui a contribué à l'esprit de l'innovation, qui a produit des grandes œuvres d'art, de culture, des grandes œuvres de littérature et surtout un esprit d'innovation et de progrès. Tout à fait complètement. Pendant cette époque de Renaissance, ce qui était un rêvé
de l'esprit européen et classique. Complètement. Et on peut dire que cette situation politique de cités-États concurrentes, l'une avec les autres, était complètement similaire à celle des Grecs. Totalement. Et donc, c'est dans ces conditions-là que Machiavel a évolué au sein des plus grands esprits de l'histoire européenne. Donc, revenons au prince. Machiavel est en train d'écrire pour une période de tumulte et de chaos. Ce chaos a fait en sorte... Et c'était quoi le chaos? C'était des cités-États dans une péninsule qui fut unifiée. N'est-ce pas? C'est ça l'objectif politique de Machiavel, de réunifier et même de résurrecter la gloire ou même la puissance institutionnelle de l'Empire romain. Oui, tout à fait. Il avait dit que comment est-il possible qu'on était l'Empire romain et maintenant nous sommes cette collection fragmentée et concurrente De cités-États. des principalités. Tout à fait. Tout à fait. Donc son objectif, en écrivant Le Prince, c'est qu'un individu... C'est de trouver ou faire un appel à cet homme qui va réunir l'Italie. Tout à fait. Ouais. Pour lui, ce fut pour un temps Cesare Borgia. Alors, qui était Cesare Borgia? Ah. Eh bien, c'était le fils d'un cardinal. C'était d'un pape. pape. Du pape Alexandre. Eh bien, Cesare Borgia était le fils du pape Alexandre et il a utilisé... illégitimé, en fait. Illégitime, c'était techniquement parlant, un bâtard. Donc, Cesare Borgia avait utilisé les connexions politiques de son papa pour, bien sûr, avancer son projet politique. Donc, il a commencé à prendre des villes, dont la ville de Lucca, en Italie. Il a créé un État notable en Italie pour lui-même. Tout à fait, tout à fait. C'était un peu un chef de mercenaires. C'était un warmonger. Warlord. C'était un chef de milice, on peut dire. Alors, un chef de cartel, mais dans une échelle bénite par le Saint-Siège. Alors, Cesare Borgia était vraiment l'individu que Machiavel aurait considéré comme étant celui qui allait réunifier la péninsule italienne. Et plus tard, bien sûr, il y a eu Joachim Murat avec les Carbonieri, qui était le roi de Naples, un des maréchaux de Napoléon, prince de l'Empire. On pourrait dire que Mussolini, lui-même, Oui. se regarde comme cette princesse. Machiavélique, oui, tout à fait. Surtout quand Mussolini fait des appels à l'antique empire romain. Oui, Piazza del Popolo, quand il appelle à la gloire de Rome. Exactement. Mussolini se regarde comme une figure machiavélique, comme cet grand homme qui va réunir et restaurer la gloire et la puissance institutionnelle de la Rome antique. De la Rome antique. Tout à fait, complètement. Et alors, d'où nous vient l'expression machiavélique? Parce que tu sais, en français, quand la plupart des gens disent « Ah, il est machiavélique », c'est comme dire « il est méchant », c'est pas quelqu'un qu'on doit côtoyer. Mais en fait, quand on y pense, Machiavel, ça n'est pas vraiment l'œuvre du diable. Non, il a souvent été... on a souvent tissé son portrait comme étant quelqu'un qui encourageait les comportements hors la loi, mais c'est tout le contraire. C'est une simplification populaire. Car c'est plus facile à dire tout simplement Machiavel et ses œuvres, ils sont diaboliques, ils sont méchants, et voilà, moi je suis bon, je suis noble, et alors... moi je suis bon, je suis noble, et alors en fin de compte, c'est pas pour moi. Mais en fait, tout simplement, c'est un moyen d'éviter la responsabilité de voir les choses en face. Exactement. Machiavel écrivait pour une certaine minorité de la population. Pas pour la public. C'était pas pour le public. Et alors c'est la public qui a fait cette simplification qu'il est diabolique. Tout à fait, parce que le prince, et on expliquait ça dans la vidéo en anglais sur notre chaîne, eh bien... The Friday Salon. The Friday Salon. Alors, le prince est un individu. C'est un message qui s'adresse... Déjà, qu'est-ce que le prince? L'œuvre du prince est adressée à qui? Lorenzo de Medici the Magnificent. Plutôt au fils de Lorenzo le Magnifique. C'est une lettre, c'est un pamphlet regroupant toutes les plus grandes sagesses qui découlent de l'histoire de l'Italie, mais réunies dans un pamphlet. Alors ce pamphlet est adressé à Lorenzo le Magnifique pour l'éducation d'un prince qui est son fils. Bien sûr, on le répète, les Médicis n'étaient pas des princes dans le sens du terme, ou plutôt dans la notion de prince qu'on a aujourd'hui. C'est pas Lucateur, c'est pas un monarque de divine right. De droit divin. De droit divin, non. Tout à fait. C'était une république
mais contrôlé par l'argent. Mhm. On peut faire, bien sûr, la liaison dans plusieurs républiques de nos jours. Voilà. Évitons la controverse. Mais bon, que nenni. Alors, la République de Florence était contrôlée par ce qu'on appelle un Condottiere. condottieri. Yeah. Un condottieri qui était un peu le pouvoir exécutif, mais de Ah. façade. Et la famille des Médicis, c'était celle qui tirait les ficelles dans l'ombre, un peu. Donc, toute l'élite le Avec savait. leur puissance financière. Tout à fait, mais ça n'était pas une mauvaise chose. Car, on le répète, eh bien, il y avait certes de la corruption, si on veut le regarder d'un certain œil institutionnel, mais il y avait du progrès. Il y avait du progrès dans la vie des individus, il y avait du progrès dans l'art, dans même le système judiciaire. La prestige du cité-État. Le prestige, tout à fait. Et même Florence a atteint à cette époque le statut d'une ville qui aurait pu avoir le potentiel de contrôler toute l'Italie. C'est pour ça que Machiavel s'adresse au fils de Lorenzo le Magnifique. Exactement. Car il se dit que si les Médicis continuent ainsi, eh bien, malheureusement, Cesare Borgia n'a pas pu accomplir l'unification de l'Italie. Mais le fils de Lorenzo le Magnifique pourra peut-être accomplir ça, mais bien sûr, l'histoire l'a démenti. Joachim Murat, je le répète, était l'un des maréchaux de Napoléon et est devenu roi de Naples, a essayé, avec la collaboration de ces sociétés secrètes qui s'appelaient les Carbonieri, d'unifier l'Italie. Mais on a dû attendre Vittorio Emanuele, pour un prince de Savoie, pour venir et unifier la péninsule. Alors, étant le beau-frère de Napoléon Bonaparte, Joachim Murat était cet chef talenté qui aurait pu unifier l'Italie, la péninsule italienne, Tout à fait. et créer l'ordre de cette époque et de cette région vraiment tumultueuse. Tout à fait. Ouais. Tu sais très bien que j'ai écrit un grand article sur Joachim Je Murat. l'ai lu, c'était génial. jlbasestudies.com, by the way. Et j'aime beaucoup Joachim Murat. Alors, Un vrai héros. je pense que c'est vraiment... eh bien, tu sais, mon mot préféré en français, c'est panache. Qu'est-ce Ok. que ça veut dire? Panache, c'est un mot qui ne se traduit en aucune autre langue, même. Ok? En anglais, panacea? Non, c'est un mot vraiment spécifique de la langue française qui, je dirais, viendrait de Cyrano de Bergerac. Tu sais combien j'aime Cyrano de Bergerac. Ok. Mais continue avec Murat. Donc, Murat était quelqu'un qui vraiment, eh bien, incarnait ce mot de panache. C'était le beau-frère de l'empereur. C'était quelqu'un qui était vraiment ambitieux, qui aurait voulu avoir accès au trône d'Italie, qui a été après lors promis au frère de Napoléon, à Joseph, mais qui a pris le trône de Naples. Parce que, encore à cette époque-là, on est en train de parler du 19e siècle, du début du 19e siècle. Les cités italiennes étaient encore, depuis la Renaissance, depuis la chute de l'Empire romain. Encore en concurrence. Voilà, c'était des cités-États. Ouais. Alors Naples était le royaume guerrier, c'était celui qui avait le plus d'hommes. On ne parlait pas juste de la ville de Naples, on parlait de tout ce qui était autour. Alors, Joachim Murat était roi de Naples, et eh bien, son histoire est un peu controversée, mais moi je pense que, comme Bernadotte, et comme tous les maréchaux d'Empire qui ont eu accès à un certain prestige et à un trône au sein de l'Empire, eh bien, ils devaient avant tout poursuivre l'intérêt de leur sujet. Alors, Joachim représente ce panache vraiment à la française, déjà pour l'amour des siens, l'amour de ses sujets, et ensuite pour son courage qui, je pense, eh bien, quand on le voit nager dans la baie de Naples, there was a bay in Naples, il y avait une baie à Naples, où la population locale pensait que des monstres vivaient là-dedans. Alors, Dans la baie de Naples. dans la baie de Naples. Alors, Joachim, qui était en soif d'adrénaline, bien, il manquait de charges de cavalerie, et voilà. Donc, il avait décidé de nager tout nu dans la baie de Naples. Pourquoi pas? Juste pour prouver à la population qu'il était en manque d'adrénaline. Alors, je vous invite vraiment à lire mon article, qui est en anglais, bien sûr, on pourra le faire traduire sans aucun souci. Et même étudier, en tout cas, même étudier un homme qui a vraiment exemplifié la vertu politique. Tout à fait, complètement. La vertu politique, on le répète, c'était le beau-frère de Napoléon, mais il a quand même eu à cœur l'intérêt de ses sujets. Exactement. Certains ont dit que c'était un traître, d'autres ont dit qu'au contraire,
C'était quelqu'un qui avait su prendre du recul, même par rapport à l'empereur, Exact. même par rapport à l'empereur au sujet des Autrichiens, et qui avait su être... La plupart des gens pensaient que Murat était un homme furieux, qui ne réfléchissait pas, C'est un stéréotype, c'est une simplification. qui était impulsif. Mais je pense que c'est tout l'opposé. Murat était vraiment quelqu'un qui faisait des calculs sur le long terme, et on a pu le voir avec... il a eu raison par rapport aux Autrichiens, il a eu raison par rapport à ses alliances, et même l'empereur, après, dans ses écrits. Jean Tullard l'a déjà prouvé, grand historien. Il a écrit des œuvres sur Napoléon et un livre sur Murat magnifique que j'ai lu. Eh bien, l'a déjà prouvé. L'empereur avait donné raison à Napoléon, l'empereur avait donné raison à Murat à son jugement face au revers d'alliance par rapport aux Autrichiens. Et ça reste un leader vraiment incroyable. Et je vous invite encore une fois à lire mon article sur J.L.B. On va laisser un lien, on va laisser un lien dans notre description de cette vidéo. Tout à fait, complètement, Bien sûr. en tout cas. Tu sais, Machiavel parle souvent de mots-clés. Il y a des mots-clés. Afin de comprendre Machiavel, il faut comprendre ces mots-clés. Ouais. Par exemple, le terme le plus récurrent est la vertu. La vertu, eh bien, aujourd'hui, on la comprend comme étant une certaine noblesse, un certain état d'esprit, une certaine bienveillance, une certaine droiture. Une certaine qualité de gentilhomme. Tout à fait, Ouais. complètement. Mais dans le terme machiavélique, et encore revenons sur le terme machiavélique qui est très mal vu par la société, surtout en Europe, eh bien, on ne parle pas de ça, là. On parle de vraiment le terme machiavélique au sens littéraire et philosophique du terme. Dans le terme machiavélique de vertu, qu'est-ce que la vertu? La vertu, c'est tout ce qui peut résulter à l'ordre politique. Tout à fait. C'est tout ce qui peut résulter à l'ordre, à la puissance, sa création et sa rétention. Nice. Alors, tout est justifié en nom de la vertu et en nom de la puissance et en nom de l'ordre. Encore une fois, Napoléon disait « Celui qui sauve une nation ne viole aucune loi ». Donc, c'est ça la vertu. Précisément, totalement. Donc, la vertu est ce que le prince, individuellement, et seulement le prince, applique au nom de la nation. Ouais, et vertu, c'est un talent rare. C'est pas à tout la public d'appliquer la vertu. Ça n'est pas quelque chose de commode, Non. quelque chose pour la masse. C'est quelque chose extrêmement et totalement rare. C'est quelque chose pour le prince. Et quand on dit le prince, on parle bien sûr de l'État. On parle de l'homme qui incarne l'État, car dans tous les pays du monde, quoi qu'on en dise, dans tous les pays du monde, il y a un homme qui incarne l'État. Encore, j'adore ce mot. Le prince est l'expression carnale de l'État. Tout à fait. Wow. Tout à fait. C'est la représentation de l'État. Même dans une république, le président incarne l'État. Même par exemple, dans n'importe quel pays, il y a, Monarchie, république, complètement. n'importe quoi. il y a un individu qui incarne l'État et l'intérêt de cet individu Être aligné totalement. est aligné et fusionné avec l'intérêt général. 100%, 100%. Alors, c'est de là où on peut comprendre le sens de la vertu machiavélique. C'est la vertu, c'est l'intérêt du prince aligné avec celle de la population de la masse. Donc, Cesare Borgia était complètement vertueux pour Machiavel. La relevance de César et Borgia à l'œuvre de Prince et à la pensée sociale de l'Occident, c'est que César et Borgia représentent mieux que quelqu'un d'autre cette balance précise qu'il faut faire entre fortune, la chance, fortune, et vertu, Tout à fait. virtue. Cesare Borgia a bien profité de étant le fils d'un pape, il a bien profité de cette fact. Et alors il a utilisé cette affiliation, Ouais. ces connexions politiques, afin de devenir ce grand chef de militaire. Tout à fait. Ouais. Chef militaire, politique. Mais il n'a pas totalement relié sur la fortune, sur la chance. Il a été bien équipé aussi avec de la vertu, avec de la talent et avec de la discernation, judgment, politique. Tout à fait. On peut dire que Machiavel s'adresse à une certaine partie de la population. Il s'adresse surtout à un seul individu, le prince, où on pourrait, dans un terme complètement évangélique, le qualifier de berger, le bon berger. Donc on pourrait le qualifier de berger. Cet homme, cet individu qui travaille pour les moutons. Le berger a l'intérêt de ses moutons. Le berger a l'intérêt de ses moutons. Et bien sûr, encore en français, le terme de mouton, c'est un peu... Même ici, au
À l'Amérique du Nord, sheep, c'est un peu dérogatoire. Voilà. Mais eh bien, on parle de ces sujets Ah, pour être plus valorisant. à la public en masse. Voilà, la masse. Donc, le berger est quelqu'un qui utilise sa vertu propre, sa vertu au sens du terme machiavélique, De diriger. de diriger. Et diriger, c'est prévoir. Alors, pour prévoir, le prince a besoin de prendre certaines précautions de par sa capacité. Nietzsche disait qu'il faut mettre tout au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on met tout au-delà du bien et du mal? Nous ne sommes pas dans l'idéologie, nous sommes dans l'intérêt. Qu'est-ce qui doit s'appliquer Parce que au sein d'une société, la notion de bien et de mal doit s'aligner avec la loi. Totalement. Parce Totalement. qu'il y a un pouvoir de renforcer et d'imposer la loi de l'État acceptée par tous et votée institutionnellement et légalement. Mais dans le système international, qui est basé sur le réalisme et sur le rapport de force. C'est l'anarchie, c'est la compétition, concurrence. Thomas entre États. Hobbes. Ouais. C'est un état de nature. L'état de nature, Ouais. complètement. Au niveau international, c'est un état de nature, mais c'est seulement dans les États, dans la société, qu'on est vraiment civilisé. C'est le rapport de force. Exactement. Eh bien, par exemple, aujourd'hui, faisons un peu la comparaison avec le monde d'aujourd'hui. Bien, les Nations Unies, certes, ont une force officielle, mais ils n'ont pas d'armée. C'est vraiment l'expression de la philosophie kantienne, Complètement. selon moi. Complètement. Selon moi. Complètement. Mais aujourd'hui, regarde, les Nations Unies n'ont pas cette force internationale Coercive. Ouais. de déterrence. Non, pas du tout. Donc, il n'y a rien qui pourrait empêcher un autre État d'envahir un autre, militairement, Sauf que les armes de l'autre. sauf les armes et l'influence des autres États membres. Charles de Gaulle disait que les Nations Unies étaient, il le qualifiait de machin, le machin. Machin. Le machin, the thing, The thing. it's like derogatory. The stuff. The stuff, like whatever. Ouais. Like, de quoi parle-t-on quand on Et parle des même, Nations Unies? même John F. Kennedy a dit que c'est seulement et uniquement un forum pour l'invective. C'est pas du tout productif. Selon John F. Kennedy. C'est totalement juste Une façade. Un façade, un forum pour discuter, hein, pour l'invective, pour critiquer. Oui, mais Il n'y avait pas de puissance coercive. ça reste quand même un progrès d'avoir les États du monde se réunir dans un même hémicycle pour discuter des affaires et des problèmes que certains pourraient faire face, auxquels pourraient faire face. Ouais. Donc, ça reste quand même une bonne chose, malgré le manque de force qui pourrait imposer malgré le manque de force coercive qui pourrait imposer une loi commune à tous. Et en fait, la plupart des érudits vont dire que c'est mieux, en fait, que les Nations Unies n'ont pas une force coercive selon la philosophie libérale. Ça veut dire qu'il faut promouvoir le progrès, la démocratie, ses droits universels, dans les moyens pas coercifs, mais pas avec la force, mais avec le désir, avec le vouloir. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, il y a aujourd'hui ce débat, n'est-ce pas? Il y a l'Europe, l'Union européenne, et il y a certains qui pourraient promouvoir l'Europe des nations. Eh bien, l'Europe des nations où les spécificités, où l'intégrité de chaque État membre serait respectée par les autres États. On voit bien sûr la montée de certains partis politiques qui prônent cette idéologie politique, qui serait, d'une certaine façon, plus réaliste, vu que l'Union européenne n'a elle-même pas d'armée commune. Bon, elle a une force de police commune, mais eh bien, il n'y a pas d'État centralisateur. C'est plus une technocratie non élue. Aujourd'hui, le règne de la technocratie non élue. Une bureaucratie. Tout à fait, c'est une bureaucratie, et elle ne découle pas de la volonté du peuple. Malgré le fait, nous devons l'admettre, que les élections européennes arrivent dans peu. Et, Bientôt. donc on peut dire que ces institutions européennes restent quand même une certaine volonté du peuple européen en lui-même. Par extension. Mais bon, donc revenons au réalisme. Donc nous le répétons. Donc Machiavel s'adresse au prince qui fait face au désordre de la scène internationale, qui fait face au rapport de force. C'est pour cela
que le prince a certaines qualités qu'il doit savoir, auxquelles il doit prétendre, qui sont vertueuses pour lui, mais pas pour les autres, car au sein de l'État, le bien et le mal sont complètement différentes qu'en dehors de l'État. Ouais. La prince, il cherche son propre intérêt, l'intérêt de ton État. Mais même les princes des autres États, ils cherchent les intérêts de leur État. Et alors, ce qui résulte, c'est que les intérêts des autres États sont en collision avec l'un l'autre. Tout à fait. Et au sein d'un même État, si deux individus ont un problème les uns avec les autres, eh bien, il y a toujours cette force coercitive, cette force de rétention qui est la force de l'ordre, les gens d'armes. Gendarmerie. Les, Ouais. les gens d'armes. Donc, il y a toujours cette force de police, il y a toujours ce système judiciaire qui pourra mesurer le pour et le contre de chacun, et il y a la loi. Il y a la loi qui est enforcée. Il y a un renforcement de la loi, et donc il y a une autorité qui est prête à appliquer une loi commune à tous. Mais dans le système international, qui est basé seulement sur des rapports de force, eh bien, nous pourrons dire comme Thomas Hobbes que c'est the state of nature, l'état de nature. L'état de nature. C'est pour cela que le prince doit adapter des qualités qui lui sont propres et qui sont propres au système international. One second, I'm adjusting my... Tapo, piano, piano. Yalla. We're done the rum, aren't we? I'm done my rum. C'est elle... Bien, tendre dame, C'est elle qui nous a... le paradis pour les yeux, l'enfer pour la raison, le Et- purgatoire pour le portefeuille. Ah, Que bien veux-tu, sûr. c'est- Je le sais trop bien. Les aléas de la vie, nous ne sommes après tout qu'amour, chair et passion. Hein. Nietzsche a dit que c'est mieux de chercher César Borgia que de chercher Perceval. Perceval. Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est mieux d'utiliser les ressources et les talents, la vertu d'un homme qui est vraiment effectif, plutôt qu'un homme qui est vraiment noble. Tout à fait. La performance est supérieure aux fausses, Morale, normative. aux fausses vertus au sens commun du terme. Mhm. Oui, tout à fait. Bien. On pourrait même dire au sens chrétien du terme. Au sens chrétien, oui, tout à fait. Il y a cette vertu cardinale. Et cette dichotomie entre la vertu chrétienne et la vertu étatique, Ouais. au sens machiavélique du Ouais, terme. alors, comment distinguer les deux? L'État, excuse-moi, comment distinguer les deux? La vertu chrétienne et la vertu politique. Ben, je pense que la vertu chrétienne est basée sur l'équité, sur la justice. Et dans ce cas-là, les deux ne forment qu'un. Équité, justice et... Ils sont unifiés, ils sont la même chose. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Mais dans la vertu, au sens et au terme machiavélique, eh bien, la vertu est ce qui y est bien et ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement et la sauvegarde de l'État. Mhm. La vertu chrétienne est une vertu au sein de l'État et la vertu machiavélique est une vertu en dehors de l'État, dans ce monde que Thomas Hobbes, encore une fois, appelle le monde basé sur... Les passions, les désirs, Quoi? l'intérêt, The L'état state de of nature, nature. l'état de ce qui nature. est basé sur les désirs et la passion. Ah, Bah. ce rhum fait son effet, hein? Un toast? À la femme que j'adore le most. Malheureusement, ma verre, c'est vide. Tu as fini de boire? Dieu Merci, petit Jésus. Encore une fois. Hein? J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien vendu, merci, petit Jésus. Alors je cherche un autre can. Bro, look at all these cans we are finishing between us. This is shameful. For you, Nikita. They were just having a small debate as to about whether or not to drink. Really? And I said Carl is very serious about holding the seed in the sack. The creation stuff. That's what I said. It's the creative power. Nikita, nous l'avons déjà précisé, mais le président de la République française, Emmanuel Macron, a écrit sa thèse de doctorat ou de master, que sais-je, sur Hegel et Machiavel. Pourquoi? Deux érudits vraiment contrastés. Oui. Bien que Machiavel... Mais qui se rejoignent sur plusieurs points. Mhm. Bien que Machiavel est vraiment pratique, il est vraiment concerné avec des expériences vécues. On pourrait dire que Hegel est un peu plus abstrait, un peu plus philosophique. Surtout qu'on utilise ce mot phénoménologie. Oui. Phénoménologie.
Eh bien, Hegel parlait de Napoléon surtout. Hegel a vu Napoléon. Il l'a vu avec ses propres yeux. Tout à fait. Ouais. Donc il vivait à l'époque de Napoléon. Il avait côtoyé des gens qui ont combattu. Il était entouré de gens qui avaient combattu avec Napoléon. Alors c'était son époque et il disait que Napoléon, quand il a attaqué le pont, Hegel précisait que quand Napoléon attaquait le pont d'Arcole, il savait dans sa tête que ça n'était pas lui qui attaquait le pont d'Arcole, mais c'était l'histoire qu'il avait choisie pour attaquer le pont d'Arcole. C'était conséquentialiste. Tout à fait. C'était comme un destin conséquentialiste. Tout à fait. Donc, Hegel pensait que l'histoire, que les hommes étaient une conséquence de l'histoire, que les actions des hommes étaient prédestinées. On peut dire que c'était un disciple de la prédestination, même. Alors l'histoire n'est qu'une grande chaîne des conséquences. Tout à fait, tout à fait. Donc, la cause de toutes nos actions quotidiennes est la création elle-même. On peut même remonter au péché originel. Donc, Napoléon faisait tout ce qu'il faisait au-delà du bien et du mal. Il savait que c'était une conséquence de l'histoire, et je trouve que cela rejoint l'idée de Machiavel de la vertu de l'homme d'État. L'homme d'État est une conséquence de l'histoire. Donc, Hegel disait que l'homme d'État, Napoléon par exemple, était une conséquence de cette rétention d'énergie qui s'est enfin dissipée sur le monde. C'était une force créatrice qui fut certes destructrice, les grandes batailles, les destructions, etc., etc., et pour la plupart du temps constructrice, n'est-ce pas? Le code civil, les institutions, les droits universels, le libéralisme, les la monuments, culture, etc., etc. Alors, Machiavel, une critique commune du Machiavel, c'est que c'est quelqu'un qui justifie en excès la violence. C'est pas vrai. C'est comme tout d'abord une simplification. Machiavel est en faveur, il préfère la violence politique quand il est utilisé de manière créative. Tout à fait. Créative. Chaque personne peut utiliser la violence pour détruire des choses. Mais c'est un rare talent d'utiliser la violence politique pour créer des choses. Et encore une fois, c'est la violence politique du prince et la violence politique de l'État. Exactement. Ça n'est pas la violence politique des individus. Exactement. C'est pas tout simplement une rage, une passion. Tout à fait. Ouais. Là, nous parlons de criminels. Voilà. Donc, précisons quand même. Exactement. Donc, la violence politique, par exemple, d'un État est une violence qui devrait être créatrice. Par exemple... Et c'est une violence sophistiquée, en fait. Envahir un État. C'est compliqué. C'est tellement compliqué. C'est pas un criminel commun qui peut envahir un État. Envahir un État, eh bien, c'est destructeur. Mais le but de l'État qui entreprend cela doit être créateur. Productif. Créateur pour l'État même. Donc, encore une fois, répétons-le, la violence créatrice est une violence étatique. Ça n'est pas une violence individuelle que les citoyens devraient utiliser ou avoir recours. Ça n'est pas un appel à la violence. C'est une certaine distinction entre la violence de l'État sur la scène internationale qui, en ce temps-là, n'était pas régulée comme aujourd'hui avec les conventions de Genève, par exemple, ou avec les Nations Unies. Les institutions libérales. Tout à fait. Ouais. Donc nous parlons à l'époque de la Renaissance Donc remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes à une époque où la scène internationale n'a même pas vu l'évolution du traité de Westphalie. C'est l'anarchie la plus totale. Non pas seulement au sein de la scène internationale, mais même au sein de la péninsule italienne. L'Italie même est confrontée à un démembrement de cité-État. C'est l'anarchie la plus totale. Même la péninsule italienne lui-même était un état de nature, comme disait Hobbes. Yes. Ouais. Donc maintenant parlons de la fortune. On parlait de vertu. Donc maintenant parlons de la fortune. Que voulait dire Machiavel quand il avançait ce terme de fortune? Fortune, on pourrait dire simplement la chance. Chance. Les choses qui ne sont pas dans le domaine de nos propres efforts, de nos propres talents. Tout à fait. On peut toujours relier sur le fait qu'on va être
vertueux. On peut toujours relier sur le fait qu'on a des talents. Mais pour la fortune, c'est exactement l'opposé. On peut jamais relier sur la fortune. La fortune et la chance jamais vont produire des garanties, vont jamais produire Certitude. des certitudes. Donc la fortune n'est jamais une certitude. Jamais. D'accord. C'est la fortune, c'est la chance. Et c'était ça le défi de Cesare Borgia. Oui. Il a trop relié sur la fortune, surtout au fin de son règne politique, car quand il était le temps de préventionner l'élection d'un autre pape, qui était le rival de son père, Ouais. il avait les moyens de le préventionner. Mais il pensait que si je n'interviens pas, n'interviens la pas... fortune fera sa magie. Exactement, I can Voilà. hope. Je pourrais espérer que... Ouais, je pourrais espérer qu'il va être gentil avec moi. Mais mes amis, mes tendres amis, mes chers amis, vous allez savoir qu'est-ce que ça veut dire l'espérance when it fails you. Eh bien, vous allez savoir qu'est-ce que l'espérance quand elle vous reniera. Oh, Eh bien, this is the warning that Machiavelli gives. C'est la... when it denies you. Yes. Yes, How do I say this is the warning that Machiavelli gives? This is l'avertissement. c'est l'avertissement. C'est ça l'avertissement essentiel de Machiavel. Donc la fortune est un plus qui doit avoir comme base la vertu. Et la vertu se cultive. Et comment cultive-t-on la vertu? Avec une éducation classique Avec une éducation classique. et avec des expériences vécues. C'est très intéressant parce que dans l'Iliade, par exemple, les notions de bien et de mal, et Nietzsche revient souvent sur cela. Nietzsche était philologiste, n'est-ce pas? Ah. Il travaillait dans l'étude des langues, mots, des mots. de l'évolution des Des mots. mots. Et l'évolution des mots, c'est l'évolution Pensée. de la pensée. Ouais. Tout à fait. Donc, dans l'Iliade et l'Odyssée, un homme bien et un homme mauvais, eh bien, la notion de bien et de mauvais avait deux sens différents. Un homme bon était un homme capable. On mesurait la bonté d'un homme par sa capacité. Sa puissance. Tout à fait. Ouais. Mais un homme mauvais était un incapable. Donc, on peut aujourd'hui dire que Nietzsche a souvent dit « Je me moque souvent de ces hommes qui pensaient qu'ils étaient bons, car ils n'avaient pas de griffes. » Eh bien, dans une définition purement homérique, un homme sans griffes est un homme incapable, donc Il est mauvais. il est mauvais. Uh-huh. Voilà. Donc, voilà. C'est pour cela que la définition des mots selon les classiques est la base de toute évolution politique. C'est la source même de l'implémentation des institutions et du dogme politico-culturel de l'Occident. Totalement. Nous sommes au 21e siècle. Alors, dans cette époque, dans l'année 2024, pourquoi faut-il encore lire cette livre petit, Ce petit pamphlet. cette livre qui est entouré de stigmas, qui vient de 1512? Pourquoi ce livre, The Prince, de A-t-il Machiavel? encore de la valeur? Ouais, pourquoi? Ben, je dirais tout simplement parce que dans le monde néolibéral, où le pouvoir est basé sur l'entrepreneuriat, sur l'argent, Les désirs, la consommation. la consommation, Ouais. eh bien, nous pouvons dire qu'un entrepreneur ou n'importe qui, un philosophe, un érudit, eh bien, est lui-même prince de sa vie. Donc, Nikita, tu m'avais précisé que tu avais vu beaucoup d'ouvrages sur Machiavel et le business. Mhm. Eh bien, tous les grands chefs d'entreprise ont eu une éducation classique. Échauffement. Pas dans le commerce, pas dans la finance, mais dans les arts libéraux, on peut dire. Tout à fait. Une éducation qui ressemble aux éducations classiques latines. Donc, Ouais. tous ces grands hommes ont des individus comme Machiavel qui éduquent leurs enfants. Pourquoi? C'est car ils reconnaissent la valeur d'une éducation classique. D'accord, donc l'éducation classique nous remet sur la route les bonnes valeurs que devrait avoir un leader, Ouais. un chef. C'est ce qui nous rend plus humains. Humanitas, Oui. ça veut dire devenir plus humain. D'accord, Ouais. d'accord. Donc les Grecs avaient cette notion qu'ils étaient plus humains que les autres, Et pourquoi? qui étaient les barbares. Car ils pouvaient utiliser de la raison, alors que les autres avaient cette impulsion d'émotions incontrôlées. Et donc l'étude des humanités, l'étude des classiques, nous rendent plus raisonnables, plus composés,
plus instruit plus comme le prince. et donc plus élevé. Ces qualités qui sont produites par une bonne éducation classique, ils résultent, en fin de compte, dans un bon leader, dans un bon prince, dans un bon père, chef de... Un chef. Ouais, un chef. Bien, Quelqu'un qui peut diriger la vie. Merci. Quelqu'un qui peut naviguer le désordre et, en fin de compte, créer l'ordre. Nice. En fin de compte, tout dans la société est de l'entrepreneuriat, de la famille. Qu'est-ce que la famille? C'est une petite communauté politique. Hein. Voilà, c'est une petite, it's a small police, c'est une petite police. C'est une entité politique restreinte. Et la famille est la base même du pays, de la nation, donc du monde. Et l'entrepreneuriat, le sens du dirigisme, pourrait venir de l'étude de ces grands hommes, Comme Machiavel, comme les classiques. de l'histoire de ces grands hommes, Ouais. dont la sagesse est rassemblée dans ce pamphlet politique destiné, encore une fois, au fils de Lorenzo le Magnifique, qui, d'après Machiavel, aurait eu la capacité de rassembler, de réunir les différentes principalités de l'Italie. Donc l'étude de cette œuvre, de cet ouvrage, de ce pamphlet du prince, eh bien, qui était à la base destiné au fils de Lorenzo le Magnifique, qui est encore une fois, au sens de Machiavel, aurait pu être prédestiné Pour réunifier. à réunifier l'Italie, qui était une conglomération d'États complètement décrépits, en une seule entité politique. Il est donc nécessaire pour les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise, Pour les pères, pour les hommes, pour tout le monde en fait. Chacun d'entre nous, car nous sommes des animaux sociaux, ça veut dire que nous sommes des politiciens dans nos propres vies. tout à fait. Donc, il est très important d'avoir cette éducation politico-culturelle, C'est un vrai cadeau de l'histoire, The Prince. complètement. Et en fait, tout l'œuvre de Machiavel, c'est un vrai cadeau que l'histoire nous a donné dans cette époque moderne. Bien qu'il est classique, il est vraiment relevant jusqu'à ce jour. Et c'est pour cette raison qu'il faut... C'est pour cette raison qu'il vaut vraiment le peine de le lire. Vous allez le lire et vous allez dire que, que sont ces références historiques? Qu'est-ce que ça veut dire cette langue verbose de Machiavel? Mais il vaut le peine, il vaut le peine. C'est un sort de connaissance. Il vaut la peine Yes. de lire ces livres, car c'est une connaissance, c'est une sagesse qui, à ce jour, dans l'époque moderne, Relevante. est toujours relevante, mais pas si disponible. C'est seulement disponible aux études et aux œuvres de Machiavel, qui sont basées sur l'histoire, sur une éducation des classiques. Ou sur notre lien, présentement, au-dessous de la vidéo, Dans la description, vous avez les plus belles œuvres de Machiavel, bien sûr, Le Prince, les plus belles éditions, disponibles pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bien sûr, c'est votre plaisir, ce sont nos désirs. waouh! Et voilà!